Vous avez déjà entendu leurs noms, disséminés dans les textes anciens et sur les cartes. Mais qui étaient vraiment les Araméens? Un peuple dont l'influence s'est étendue bien au-delà de son époque, laissant un héritage qui a façonné les empires, les langues et même l'histoire biblique. Il ne s'agissait pas d'une simple tribu antique. Ils étaient les architectes d'une langue qui allait devenir la lingua franca du Proche-Orient. Leur influence s'est étendue du nord de la Syrie à la Mésopotamie, s'inscrivant dans les cultures et les écritures. Mais comment sont-ils parvenus au pouvoir? Et pourquoi leur influence a-t-elle perduré longtemps après la disparition de leur royaume? Les réponses pourraient changer à jamais votre vision du monde antique. Les chercheurs débattent encore de leur origine et de la manière dont ils sont arrivés en Mésopotamie. S'agit-il de nouveaux groupes tribaux et pastoraux qui se sont installés dans la région, ou s'agit-il simplement des descendants, à l'âge du fer, de populations plus anciennes de l'âge du bronze, comme les Amorites, qui occupaient une grande partie de la région depuis au moins le 2e millénaire avant notre ère? La première mention d'un peuple connu sous le nom d'Araméens figure dans les textes du XIe siècle avant notre ère du roi assyrien Tiglath-Pilsé Ier, qui les appelle Alamu et dit qu'ils étaient une grande nuisance. Il dit avoir traversé l'Euphrate au moins 28 fois pour s'occuper d'eux, et dans l'une de ses annales, il dit « J'ai marché contre les Alamus ». Il dit avoir pillé en une seule journée depuis la limite du pays de Su jusqu'à la ville de Karchemish du pays de Hatti, les avoir massacrés et avoir rapporté leur butin, leurs possessions et leurs biens en nombre insuffisant. Le reste de leurs troupes traversa l'Euphrate, et je fis de même. J'ai conquis 6 de leurs villes au pied du mont Bichri, je les ai brûlées, rasées et détruites. L'un de ses successeurs, Ashur-bel-Kala, qui régna de 1073 à 1056 avant notre ère, fit également état de nombreuses campagnes contre. À ce moment-là, les Araméens s'étaient déjà répandus profondément en Babylonie. Ils n'avaient pas d'état propre, mais étaient des migrants en marge de la société, ce qui ne les empêchait pas de causer des ennuis aux faibles, comme en témoignent les documents qui nous sont parvenus. Le roi babylonien Hadad-aplédina, de la 2e dynastie d'Issine, rapporte que les Araméens ont attaqué et profané les sanctuaires sacrés de son royaume, notamment ceux de Der, Sipar, Agadé et même la ville sainte de Nippur. L'ère des Araméens est arrivée vers le 11e siècle avant notre ère. Plusieurs petits royaumes d'Araméens émergent dans le nord de la Mésopotamie. Parmi les royaumes les plus connus, citons Bit-Zamani, Bit-Bayani, Bit-Adini, Bit-Gabari-Edia, Bit-Aguzi et probablement le plus célèbre d'entre eux, Aram-Damas. Le préfixe Bit signifie approximativement « maison de » et fait probablement référence aux origines tribales de leurs états respectifs. Bien que les Assyriens se soient étendus sur leur territoire et l'aient finalement conquis, les royaumes araméens n'ont jamais vraiment formé d'union, à l'exception d'une alliance occasionnelle pour faire face à une menace spécifique, comme celle qui a été mise en place en 853 avant notre ère pour lutter contre Shalmaneser III. Il s'agit de la bataille de Karkar, menée principalement par le roi Hadadézé d'Aram-Damas et roi de Hamath, qui s'est associé au roi d'Israël, d'Amon et de quelques autres. La plupart des spécialistes pensent que la bataille s'est terminée par une impasse, la coalition empêchant l'Assyrie d'avancer vers l'ouest. Le roi assyrien qui eut les relations les plus conflictuelles et les plus fructueuses avec les Araméens fut Tiglath III. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » et aidez ce message à atteindre un plus grand nombre de personnes. Créons ensemble une chaîne de connaissances. Il se rendit probablement compte qu'il était pratiquement impossible de se débarrasser d'eux, puisqu'ils occupaient toutes les parties de son royaume, du Levant à la Babylonie méridionale. C'est dans les régions septentrionales de l'Euphrate qu'ils posent le plus de problèmes, car ils y contrôlent plusieurs routes commerciales rentables et peuvent s'appuyer sur leurs alliés à la périphérie de la Syrie. Ces alliés comprenaient parfois d'autres tribus araméennes moins bien établies, des royaumes néo-hittites et même le royaume d'Urartu dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de l'Anatolie et de l'Arménie. Sous le règne de Tiglath-Pilsé III, entre 745 et 727 avant notre ère, il a conquis ou rejoint plusieurs royaumes et territoires araméens en utilisant une stratégie de la carotte et du bâton. Les tribus et les royaumes araméens étant assez divisés, il a laissé les dirigeants araméens qui se soumettaient à lui conserver leur pouvoir et gouverner leur royaume de manière relativement indépendante, à condition qu'ils soient loyaux envers la Syrie. Mais cela signifiait qu'ils devaient combattre d'autres États araméens qui auraient pu être des ennemis de la couronne assyrienne. Les États araméens se sont donc rapidement rangés dans les camps pro-assyriens ou anti-assyriens. Cette politique a eu tendance à jouer en faveur de Tiglath-Pilsé et a permis au futur roi assyrien de garder une emprise relativement ferme sur les terres araméennes du nord-est du Levant, presque jusqu'à la chute de l'Empire assyrien entre les années 1615 et 1610 avant notre ère. Il y eut des conflits, mais la plupart des États araméens vivaient en paix avec leurs voisins, en particulier les royaumes néo-hittites du sud-ouest de l'Anatolie et les cités-États phéniciennes de la côte. Cela s'explique probablement par les relations commerciales étroites qu'ils entretenaient les uns avec les autres. La plus grande contribution des Araméens à l'histoire mondiale est leur langue. La plupart des rois néo-assyriens ont déporté les populations survivantes de leurs ennemis conquis vers d'autres régions de leur royaume afin d'éviter des révoltes massives et de rendre certaines régions de l'empire plus productives. L'un des exemples les plus connus est la déportation de la population du royaume septentrional d'Israël par Sargon II.
Il est probable qu'en l'espace de quelques générations, ces populations ont été assimilées dans leur nouvel environnement, leur culture et leur langue distinctes s'estompant progressivement. Mais il est intéressant de noter que cela n'a pas été le cas pour les Araméens. En fait, la destruction et les déportations des populations araméennes ont étendu leur influence dans tout le Moyen-Orient ancien, en particulier en ce qui concerne leur langue. Les Araméens étant sans doute le peuple le plus peuplé de l'âge du fer, leur dispersion par les Assyriens a permis à un grand nombre d'entre eux de se retrouver dans toutes les régions de la Grande Assyrie, de la Babylonie, du sud-ouest de l'Anatolie et bien sûr, du Levant. De ce fait, l'araméen est devenu la lingua franca, ou principale langue de communication, dans toute la région, remplaçant même l'akkadien qui, pendant plus de 1000 ans, avait été la langue internationale standard de la diplomatie. L'araméen était aussi relativement facile à utiliser parce que sa forme écrite utilisait une écriture alphabétique modifiée par rapport à celle développée par les Phéniciens, ce qui rendait son écriture et son utilisation pour une correspondance rapide beaucoup plus pratique que l'ancienne écriture cunéiforme qui avait été jusqu'alors la norme. Malgré l'adoption généralisée de la langue et de l'écriture araméenne, il existe très peu d'écrits sur les Araméens, leur histoire et leur culture en dehors des textes assyriens et bibliques, et ce principalement sur les principaux royaumes et États. De nombreuses autres tribus araméennes vivaient en dehors de ces régions, mais à l'heure actuelle, on sait relativement peu de choses à leur sujet. Si vous ne le saviez pas encore, j'espère que vous avez maintenant une idée générale de l'identité des Araméens et de leur rôle dans le Proche-Orient ancien. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.